Les régions du nord de la Birmanie accueillent des dizaines de minorités ethniques qui vivent dans de petits villages accrochés au flanc des montagnes. Comme ces cueilleurs de thé de l'ethnie Palong, tous ces groupes possèdent des traditions, une histoire et souvent même une langue qui leur est propre. En marchant à travers ces villages et en croisant 2 ou 3 ethnies différentes au cours d'une même journée, on a rapidement compris que définir l'identité birmane est une chose complexe et que dans un pays qui compte pas moins de 135 groupes ethniques, l'appartenance identitaire peut même devenir un sujet sensible. La répartition de tous ces peuples sur le territoire de la Birmanie est étroitement liée à la géographie. L'ethnie dominante, les Bamars, à laquelle on s'est attardé pendant la première partie du film, occupe essentiellement le centre du pays, alors que le reste de la population, soit 25 % des habitants, vit dans les zones frontalières. Chacun des 7 principaux groupes ethniques possède un territoire et c'est dans l'État Shan qu'on va aller découvrir la réalité et les enjeux liés à cette diversité culturelle. En visitant les marchés de l'État Shan, nous avons découvert une véritable mosaïque culturelle. Ce vaste territoire du nord-est de la Birmanie réunit près de 5 millions d'habitants aux origines diverses. L'ethnie dominante de la région, les Shan, possède des liens ethniques et linguistiques avec leurs voisins thaïs. Les Pao, qu'on reconnaît facilement grâce à leurs magnifiques turbans, sont originaires du Tibet. Mais dans les allées colorées de ces marchés, on rencontre aussi les Palong, les Inta, les Danu et des dizaines d'autres peuples méconnus qui sont installés dans les montagnes de l'État Shan depuis des siècles. Toutes ces communautés, extrêmement fières de leur appartenance ethnique, sont malheureusement privées du droit de s'affirmer pleinement. Le gouvernement leur refuse des écoles dans leur langue et leur impose trop souvent des politiques de birmanisation. Face à ces injustices, plusieurs groupes ethniques revendiquent le droit à une plus grande autonomie culturelle, mais aussi politique. Ces revendications, combinées à la peur du gouvernement de voir l'unité nationale brisée, ont mené à plusieurs conflits armés. Malgré la transition politique en cours en Birmanie, plusieurs combats opposent toujours l'armée birmane et des groupes rebelles, notamment dans les États Shan et Kachin, plus au nord. Sachant que la majorité des ressources naturelles de la Birmanie se trouvent dans ces États ethniques, on comprend assez vite pourquoi le gouvernement est si réticent à leur accorder plus d'autonomie. On pense rarement à la Birmanie en termes de pays riche, et c'est un peu normal quand on connaît les réalités de sa population. Pourtant, si on la considère pour ses ressources naturelles, la Birmanie est un des pays les mieux nantis de toute l'Asie du Sud-Est. La Birmanie possède de grandes rivières qui sont convoitées pour leur potentiel hydroélectrique et son sous-sol renferme d'importantes réserves de gaz. En plus de ses ressources énergétiques, le pays peut aussi compter sur d'immenses forêts. Les plus grandes réserves mondiales de bois de teck sont situées en Birmanie, mais ces forêts sont exploitées à une vitesse ahurissante. L'industrie forestière birmane ne date pas d'hier, mais elle a connu une très forte progression depuis 2 décennies
depuis que les militaires ont privatisé le secteur à leur avantage. Les compagnies qui exploitent le teck ont souvent des liens avec d'anciens généraux ou des proches du gouvernement. Elles obtiennent donc des permis de coupe démesurés, ce qui provoque malheureusement un des plus hauts taux de déforestation de la planète. If forest is green, so your mind is happy. If you have a forest, you can get water. En plus de ses forêts et de ses rivières, la Birmanie possède aussi des gisements d'or, des rubis et des saphirs, et ce qui est considéré comme le plus beau jade au monde. Cette pierre précieuse, extraite dans le nord du pays, arrive ici au célèbre marché de Mandalay. Ce marché, où il a été difficile de faire entrer une caméra, est une plaque tournante pour le commerce du jade. En disant à certains vendeurs que nous sommes géologues, ils ont accepté de nous montrer leurs plus beaux échantillons. Des morceaux comme celui-ci, renfermant du jade de première qualité, sont vendus tels quels à gros prix. Les blocs de jade communs sont plutôt découpés sur place dans des ateliers de fortune avant d'être transformés en différents objets par des centaines d'artisans. Depuis des décennies, les revenus tirés des ressources naturelles aboutissent en grande partie dans les poches des militaires ou de leurs sympathisants. Donc, malgré ses richesses, la Birmanie possède un des pires indices de développement au monde. À l'heure où le nouveau gouvernement affirme vouloir démocratiser et pacifier le pays, toute la question des ressources et des États ethniques devient incontournable. Malgré leurs différences culturelles, tous les habitants de l'État Shan partagent un quotidien qui gravite essentiellement autour de l'agriculture. Que leur village soit à flanc de montagne ou niché dans le fond d'une vallée, ils sont toujours entourés d'une mosaïque colorée formée par les champs jaunes vifs du canola qui alternent avec les cultures de riz en terrasse et celles de légumes variés. L'agriculture en Birmanie occupe 70 % de la population active du pays. Malgré son importance, cette activité est pratiquée de façon essentiellement artisanale. Pendant nos voyages, on a rarement vu d'outils mécaniques, spécialement dans les zones montagneuses. Dans ces régions, les agriculteurs assurent la survie de leur famille avec des techniques qui semblent tout droit sorties d'une autre époque. Connaissant l'importance de l'agriculture et sachant qu'un tiers des quelques 60 millions de Birmans vit avec seulement 1 ou 2 $ par jour, on comprend vite que le développement des zones rurales représente un défi qui est immense. La tombée des sanctions économiques et certaines politiques mises de l'avant pour augmenter la productivité agricole ont aidé le pays à augmenter ses exportations depuis 3 ou 4 ans. Mais malgré ces avancées, beaucoup reste à faire et on est encore très loin de l'objectif ambitieux que s'est donné le gouvernement, soit de redonner à la Birmanie son titre de grenier à riz de l'Asie.
On a eu la chance d'aller dans les montagnes de l'État Shan à plusieurs reprises au cours des dernières années. Les premières fois, on pouvait marcher pendant des jours sans croiser d'autres voyageurs. Depuis, le trek s'est passablement développé et certains villages reçoivent maintenant la visite régulière de randonneurs étrangers. À chacune de nos visites dans ces villages, on redécouvre avec beaucoup d'admiration toute la vivacité du mode de vie traditionnel, mais on constate également le manque de ressources flagrants auxquelles la population fait toujours face. Bien que les revenus d'appoint générés par le tourisme supportent de nombreuses familles, cette activité ne peut pas entièrement remplacer le rôle du gouvernement. L'approvisionnement en eau potable reste difficile, la plupart des villages n'ont pas encore accès à l'électricité et 50% des enfants scolarisables ne vont pas à l'école. La présence d'une école change pourtant toute la dynamique sociale d'une communauté et on ne le dira jamais assez, représente aussi le plus grand levier de développement pour un pays. Dans une école remplie d'enfants, en regardant le sourire des jeunes, on comprend tout de suite comment l'accès à l'éducation, même de base, peut faire toute la différence. Le vent de changement qui souffle actuellement sur la Birmanie a eu très peu d'impact jusqu'à maintenant sur les populations des régions reculées. On a même eu l'impression pendant nos derniers voyages que les écarts déjà énormes qui existent entre les réalités rurales et urbaines semblaient s'accentuer. Pendant que les villes s'ouvrent aux influences extérieures et que la modernité fait lentement son chemin, la vie dans les villages isolés de l'État Shan semble par moments avoir été figée dans le temps. Pour une bonne partie de la population, les cafés Internet et les embouteillages demeurent des concepts un peu abstraits. Il est donc vraisemblable de croire que pendant encore longtemps, ces petits villages vivront essentiellement au rythme des semences et des récoltes et que pendant que les parents iront travailler au champ, les vieux sages continueront à veiller sur les plus jeunes générations. À notre prochaine visite dans les montagnes de l'État Shan, on est certain d'être reçu aussi simplement, mais aussi chaleureusement que toutes les fois précédentes. Chez chaque famille chez qui on passera la nuit, on pourra encore côtoyer un quotidien fait de choses très simples mais authentiques. Chez les Shan, les Pao, ou comme ici, dans cette famille de l'ethnie Palang, on sera toujours des témoins privilégiés d'un mode de vie traditionnel très riche, mais aussi de toute la fierté et la dignité qui entourent la vie de ces gens. Niché au cœur des montagnes de l'État Shan, on retrouve ici un des joyaux naturels de la Birmanie, le célèbre lac Inle. Cet endroit est connu pour la beauté pittoresque de ses paysages, mais aussi parce qu'on peut y découvrir un mode de vie traditionnel singulier, celui du peuple Inta. Au cours de nos séjours dans cette région, l'avenir des traditions Inta et le lien fragile qui unit cette communauté à son environnement sont des thèmes qui nous ont particulièrement interpellés.
Originaires du sud de la Birmanie, les Inta ont migré dans les Tasshan au 18e siècle. Arrivés dans cette région, qui était déjà peuplée par différents groupes ethniques, le lac Inle devient alors leur unique refuge. Confinés aux berges humides du lac, disposant de très peu de terre pour construire leurs maisons et subvenir à leurs besoins, les Inta ont su s'adapter à leur nouveau milieu en développant des façons de faire totalement liées à la présence de l'eau. Inta signifie d'ailleurs littéralement « peuple du lac ». Les dizaines de villages Inta du lac Inle sont confrontés chaque année à l'alternance de saisons sèches et de saisons humides, ce qui provoque des variations importantes du niveau du lac. Les maisons des Inta, perchées sur de hauts pilotis, répondent parfaitement à cette réalité climatique. Pour se déplacer à travers le labyrinthe de canaux qui relient leurs maisons et leurs villages, les Inta utilisent principalement de petites pirogues, même si les bateaux à moteur gagnent en popularité. Entourés d'eau, les Inta sont devenus maîtres dans le maniement de leurs frêles embarcations. Ils sont d'ailleurs initiés dès leur plus jeune âge à différentes techniques, dont celle-ci, qui demande beaucoup d'équilibre et qui fait la renommée du lac Inle. L'adaptation la plus singulière des Inta face à leur environnement lacustre est sans contredit leur technique d'agriculture. Toutes ces parcelles de verdure qui défilent ici sous vos yeux ne sont nul autre que d'immenses jardins flottants, des zones cultivées qui empiètent littéralement sur la surface du lac. Ces jardins flottants sont des îlots artificiels fabriqués à partir d'herbes aquatiques et de matières organiques. Proche des techniques hydroponiques, ce type d'agriculture permet de 3 à 4 récoltes par année. Malgré cette productivité, rien n'est mécanisé. Les Inta récoltent leurs produits, entretiennent et fertilisent leur terreau en sillonnant les allées étroites de leur jardin à bord d'une simple pirogue. Connu depuis l'époque médiévale et encore pratiqué aujourd'hui à très peu d'endroits dans le monde, l'agriculture des jardins flottants est indissociable du mode de vie Inta et essentielle au maintien de cette communauté. La beauté sereine du lac Inle et les façons de faire traditionnelles qu'on y pratique encore aujourd'hui peuvent nous laisser croire que ce lieu unique et que ce mode de vie singulier n'ont pas changé depuis des siècles. Pourtant, depuis quelques décennies, l'environnement du lac et les traditions Inta subissent des changements inquiétants. L'économie du lac Inle a longtemps été basée sur une production locale et artisanale. Cette économie subit cependant des transformations importantes depuis les années 90, depuis que les militaires ont délaissé le socialisme pour se tourner vers l'économie de marché.
Depuis cette transition, les agriculteurs Inta intensifient leur production en se tournant vers la monoculture de la tomate et en utilisant de plus en plus d'engrais chimiques. L'utilisation mal réglementée de ces produits, jumelée à l'expansion des jardins, a des effets dramatiques sur l'écosystème du lac, sans parler des risques pour la santé humaine. On assiste actuellement à une diminution inquiétante de la taille du lac et à une baisse importante de la quantité de poissons qu'on y retrouve. Les premiers touchés par ces bouleversements sont évidemment les 1500 pêcheurs Inta qui pratiquent encore aujourd'hui une pêche artisanale. Incapables de subvenir aux besoins de leur famille en vendant leurs prises au marché, ils sont de plus en plus nombreux à délaisser la pêche pour se tourner vers d'autres activités. Simultanément au développement de l'agriculture, le tourisme apparaît dans les années 90. Marginale au départ, cette activité est en forte croissance depuis 2011. Sans nier les impacts positifs de ce secteur pour le développement des communautés locales, on constate que, mal planifié, le tourisme peut aussi engendrer des effets néfastes. La gestion des eaux usées et une demande énergétique grandissante associée à de luxueux projets hôteliers pèsent lourd sur l'environnement du lac. Ces problématiques, combinées aux effets d'une forte croissance démographique, font dire à plusieurs spécialistes que le développement du lac Inle arrive probablement à un stade où il n'est plus durable. Reste à souhaiter que l'émergence toute récente d'un mouvement de conservation puisse convaincre les décideurs de l'urgence d'agir pour sauver à la fois le lac, mais aussi les communautés qui en dépendent. Pour la dernière partie du voyage, on vous invite à découvrir une région où le bouddhisme fait littéralement partie des paysages. On s'arrête maintenant dans les Taman, une de nos régions préférées de la Birmanie, un endroit qui est étonnamment peu visité malgré sa richesse culturelle. Près de la ville de Mudon, un célèbre moine a entrepris il y a quelques années la construction d'un véritable complexe qui met en vedette ce Bouddha couché gigantesque. Avec ses 180 mètres de long, cette statue serait apparemment le plus grand Bouddha couché du monde. Avec autant de pagodes et de Bouddhas à travers le pays, on peut se demander pourquoi les Birmans en construisent toujours plus. Selon leurs croyances, la construction d'un monument bouddhiste, quel qu'il soit, représente une bonne action censée les aider à améliorer leur vie future. Il faut se rappeler que les bouddhistes croient au principe du karma et au cycle des renaissances. Donc, dans l'espoir de pouvoir se libérer de ce cycle et d'atteindre un jour le nirvana, ils accomplissent des actes méritoires.
En plus de l'omniprésence des monuments religieux, l'expression du bouddhisme en Birmanie prend souvent des allures festives. L'année birmane est jalonnée par des dizaines de festivals qui sont rythmés par le calendrier lunaire. Donc, une fois par mois, le soir de la pleine lune, on assiste partout à travers le pays à des défilés ou des cérémonies qui sont rattachées à un événement spécial lié aux croyances bouddhistes. Grâce à la vitalité de ces fêtes populaires qui sont toujours extrêmement bruyantes, pour ne pas dire complètement cacophoniques, les arts traditionnels sont encore très présents dans la société birmane, mais comme partout ailleurs, l'engouement pour la musique moderne gagne du terrain. La pleine lune du mois d'octobre marque un événement particulier dans le calendrier des festivals birmans. C'est le moment pour les bouddhistes de célébrer ce qu'ils appellent la fête des Lumières. Pour cette occasion spéciale, des milliers de pèlerins convergent vers un des sanctuaires les plus sacrés du pays, connu sous le nom de pagode Chachio, mais souvent appelé le Rocher d'Or. L'élément central de ce sanctuaire important est un immense rocher qui se tient en équilibre précaire au bord d'une falaise. Comme on le fait souvent en Birmanie pour expliquer la nature sacrée d'un objet ou d'un endroit, il existe évidemment une légende concernant le rocher d'or. Selon la croyance, ce rocher symbolise la tête d'un ermite ayant hérité d'un cheveu de Bouddha. Le bloc doré maintiendrait sa position incertaine grâce à ce cheveu conservé dans le petit stupa qui surmonte le rocher. Donc, tout comme à la pagode Shwedagon, c'est la présence présumée d'une toute petite relique qui explique pourquoi ce simple rocher est vénéré par les bouddhistes. Traditionnellement, la fête des Lumières marque la fin du carême bouddhiste. La symbolique religieuse qui entoure cet événement est assez difficile à résumer en quelques phrases, mais ce qui est intéressant de retenir, c'est que la fête des Lumières marque un temps dans l'année pendant lequel on exprime sa gratitude et son respect envers ses parents, ses professeurs et évidemment envers les moines.
En plus de déposer des fruits et des fleurs devant le rocher sacré, les pèlerins qui visitent la pagode Chachio pratiquent aussi un rituel qui est fascinant. Pour exprimer leur dévotion, ils déposent de minces feuilles d'or sur la surface du rocher. Ces feuilles d'or sont si fines qu'on peut presque les déchirer simplement en soufflant dessus. L'accumulation de ces minces feuilles d'or au fil des siècles atteint maintenant plusieurs centimètres d'épaisseur. J'ai eu la chance de me joindre aux pèlerins pour aller coller moi aussi quelques feuilles dorées sur le rocher. Et comme c'est le cas dans certains sanctuaires bouddhistes, ce privilège est strictement réservé aux hommes. Les pèlerinages birmans se font toujours dans une ambiance animée qui ressemble beaucoup à une grande fête de famille. Pendant la fête des Lumières, la grande esplanade qui entoure le Rocher d'Or se transforme en immense terrain de camping quand les pèlerins installent leurs affaires pour passer la nuit à la Belle Étoile. La fête des Lumières prend tout son sens après le coucher du soleil quand les fidèles allument des milliers de chandelles sur les terrasses qui entourent le rocher. Pendant une partie de la nuit, une foule compacte restera réunie pour se recueillir devant ce spectacle lumineux, magique. Enveloppé dans la fumée de l'encens et entouré par ses pèlerins en prière, il est difficile de ne pas être touché par la dévotion et la sérénité qui se dégagent de l'endroit. Pendant mes premiers voyages en Birmanie, cette sérénité m'était parfois apparue complètement incompatible avec la nature du régime qui dirigeait le pays. Le calme et la tranquillité opposés à la brutalité de la junte militaire étaient pour moi un drôle de paradoxe. Je n'avais pas compris à l'époque que c'est dans cette sérénité, propre à la tradition bouddhiste, que les Birmans puisent leur force et leur résistance pour affronter les difficultés de leur destinée. En cette période charnière dans l'histoire moderne du pays, la force tranquille des Birmans devra affronter encore bien des défis.